Colby Covington et Joaquin Buckley s'affrontent ce week-end en main event de l'UFC Tampa, l'occasion pour nous d'évoquer cette carte. Nous aborderons aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on démarre avec Colby Covington qui nous apprend qu'il a proposé ses services à l'UFC pour affronter Shavkat Rakhmonov quand Bilal Muhammad a déclaré forfait du combat. L'UFC lui aurait déclaré qu'ils avaient d'autres plans, à savoir Yann Gary, mais que du coup ils avaient besoin de lui pour affronter Buckley parce que, je cite, Buckley est incapable de vendre un événement. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il rajoute pour ajouter un peu de piment à ce week-end. Lui se considère comme un compagnie-man, l'homme qui est prêt à tout pour sa société, donc il a accepté. Il faut savoir que Buckley et Covington se sont déjà entraînés ensemble, mais n'ont pas fait de sparring, c'était seulement de la préparation physique. Et puis Covington a confié qu'il ne pensait pas qu'un jour les deux se croiseraient, puisque je rappelle que Buckley, pendant de longues années, était dans la catégorie supérieure, les poids moyens. Il nous apprend aussi qu'il ne regarde jamais les combats de ses adversaires, parce que c'est à eux de se préparer pour l'affronter, et pas le contraire. Encore une fois, c'est signé Colby Covington. Il est revenu aussi sur son combat face à Leon Edwards. Vous le savez, il s'est cassé le pied sur le premier kick, en tout cas c'est ce qu'il déclare. On a vu la radio, le pied était bien cassé. Après, quand est-ce que ça s'est produit? On ne sait pas vraiment, on est obligé de lui faire confiance là-dessus. Mais il ajoute qu'il a voulu préparer ce combat en altitude au Colorado et qu'il a rattrapé une maladie là-bas, une sorte de maladie liée à l'altitude, quelque chose au niveau des poumons, et que du coup, lorsqu'il est rentré dans la cage, il était fortement affaibli. Quand tu sais que son style à lui repose énormément sur son volume de frappe, sur son cardio, si c'est vrai, forcément ça l'a affecté. Il y a une rumeur aussi, c'est surtout Buckley qui a lancé ça, que si Covington a accepté de l'affronter, c'est parce que c'est son dernier combat au contrat et que du coup il n'a pas vraiment eu le choix. Lui dit que c'est faux, qu'il a signé un contrat de plusieurs combats avant d'affronter Leon Edwards justement l'année dernière. Aujourd'hui, il a 36 ans, il a adapté son entraînement, il ne fait pas de sparring dur, et surtout, vous le savez, il a quitté l'American Top Team il y a quelques années. Il semblerait qu'il se soit fait écarter, on ne sait pas vraiment si c'est vrai. En tout cas, lui dit que maintenant, il a une équipe d'entraîneurs qui est dédiée à lui. Ce n'était pas le cas là-bas. C'est vrai qu'à l'American Top Team, c'est un peu l'usine. Et il disait, mes entraîneurs avaient des vies de famille, ils coachaient d'autres combattants, donc parfois ils devaient partir à l'étranger, ils n'étaient pas là pour moi. Là, c'est différent, les entraîneurs sont 100% concentrés sur moi et on peut même adapter nos horaires d'entraînement à l'heure du combat, c'est-à-dire quand tu combats à 23 heures aux États-Unis, lui il va se faire un entraînement à 23 heures pour être prêt pour cette heure-là précisément. Là, je veux bien croire que ça peut aider. Et puis enfin, il a pris ce combat en 3 semaines de short notice. Il dit beaucoup aimer les camps courts, ça évite la fatigue des 8 à 10 semaines d'entraînement qu'il se tape d'habitude quand tu as un combat qui est prévu de longue date. Et il ne ferme pas la porte à recommencer dans le futur à prendre des combats en short notice. Encore une fois, quand tu déclares ça, si ensuite tu perds et tu dis que c'est parce que tu as eu un camp qui est court, il va un peu passer pour un idiot, mais Colby Covington, on le connaît, c'est tout un personnage. Je vous fais pas toute l'interview, mais il a aussi beaucoup égratigné Yann Gary, Bilal Muhammad, etc. On commence à connaître. Son adversaire Joaquin Buckley assure avoir proposé ses services à Covington il y a quelques années pour l'aider à préparer son combat contre Kamaru Usman. Covington aurait dit oui, mais finalement les entraînements n'auraient jamais eu lieu. D'après lui, un Colby veut rester dans sa zone de confort, et c'est ce qui explique qu'il a toujours perdu ses combats de championnat, alors que lui, c'est le contraire, il cherche à se challenger à l'entraînement pour être prêt le jour J. Faut savoir que Covington a dit que c'était faux, que de toute façon, il n'aurait jamais accepté Buckley comme sparring partner pour préparer Ousmane, parce que les deux styles n'ont rien à voir. Encore une fois, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Une grosse interrogation autour de ce combat, c'est de savoir si Covington va être au top, parce que beaucoup de personnes, dont moi, pensons que si Covington est au top, ça va être très très dur pour Joaquin Buckley de s'imposer. Lui, Buckley, n'a aucun doute là-dessus, même si Covington est à son prime, il le bat à 100%, il en est sûr et certain. Et puis avec une grosse performance, avec un KO de l'année comme il dit, il va demander sa chance à la ceinture et il y a de très fortes chances qu'il l'obtienne. D'après lui, bien sûr, moi je ne suis pas convaincu par ça. Cub Swanson, le vétéran, lui sera co-main event de la soirée.
On lui a demandé quelles étaient ses motivations pour continuer à combattre à son âge. Alors il veut inspirer les jeunes. Il faut savoir qu'il est propriétaire d'une société, d'une agence de combattants, et il s'entraîne avec les combattants qu'il manage. Et du coup, il dit voilà, c'est bien de donner des conseils, d'être dans la théorie, mais quand tu es un exemple par la pratique, un exemple par l'action, c'est toujours mieux. Et puis surtout, il a beaucoup de plaisir à combattre. C'est ce qu'il explique. Moi, j'ai un peu peur pour lui quand même parce qu'il a expliqué qu'aujourd'hui, le combat n'est plus sa priorité numéro un. Il a une vie de famille, il a une agence à faire tourner. Donc moi, ça me fait un peu peur quand tu en arrives à ce moment-là de ta carrière où le combat n'est plus ta top priorité. Maintenant, ok, je suis d'accord, il affronte pas le champion, il affronte Billy Quarantillo, mais quand même, parce que Billy Quarantillo, en face, lui, il s'est dit très heureux d'affronter Swanson. En plus, à Tampa, donc chez lui, dans la ville dans laquelle il vit, il y est pas né Billy Quarantillo, mais il vit là-bas, c'est l'arène est tout proche de chez lui. Et quand il a débarqué dans la ville, il dit j'avais toujours dans un coin de la tête ce petit truc de me dire ouais, un jour je combattrai ici, mais j'y croyais pas vraiment. Et finalement, ça a lieu. Il regardait les combats de Cub Swanson avant même de débuter le MMA. Et puis il y a aussi quelque chose qu'il veut se prouver à lui-même, Quarantillo, c'est qu'à chaque fois qu'il a eu des gros rendez-vous, il est passé au travers. Son co-main event contre Barbossa, il perd sur un coup de genou. Ensuite, il a eu l'occasion de combattre à New York contre Shane Burgos au Madison Square Garden. Il a perdu de nouveau. Donc là, il affronte une légende, un mec qu'il respecte beaucoup. Il veut pas passer au travers. Il a commencé sa carrière très tard. Aujourd'hui, il a 36 ans, mais il estime ne pas être usé comme d'autres combattants à cet âge-là. Pour information, il a commencé à s'entraîner au MMA, il avait déjà 19 ans. Il a fait son premier combat amateur à 21 ans. Et dernièrement, il mise beaucoup sur la récupération, hein, le sauna, les bains froids, etc. Et aussi sur l'alimentation. D'après lui, ce serait la clé du succès maintenant. Quand il est arrivé à l'UFC, il était sur une série de victoires et il a continué cette série jusqu'en 2020. Du coup, il était sur 8 victoires consécutives. Depuis, il enchaîne victoires et défaites. Là, il va essayer de repartir sur un winning streak, comme on dit, une série de victoires. Il est bien conscient qu'il ne lui reste pas beaucoup de combats dans sa carrière, hein. Il arrive sur la fin, donc il voudrait que les derniers combats soient les meilleurs. Et franchement, pour avoir vu les deux interviews, je trouve Quarantillo dans un bien meilleur état d'esprit que Swanson. Après, Swanson, peut-être qu'il est arrivé à ce moment de sa carrière où en fait, il a plus besoin de se surmotiver pour aller au combat. Mais comme on le dit souvent, quand tu montes dans la cage, comme tu vas au supermarché faire tes courses, c'est très dangereux. Donc espérons que les choses ne tournent pas mal pour notre ami Cub Swanson. Et puis petite chose assez intéressante, Swanson, donc il a combattu partout dans des grosses salles, etc. Dernièrement, forcément, il a beaucoup été à l'Apex et il donne quand même un avantage à l'Apex, c'est qu'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de public, donc tu n'as pas toute ta famille et tes amis qui t'envoient des messages la semaine du combat pour savoir si tu as des places pour eux. Et ça, moi, ça me fait halluciner quand tu as un mec qui est combattant à l'UFC au top niveau, il est dans sa semaine du combat et tu continues à lui envoyer des messages pour lui demander s'il a des places, s'il peut pas te faire rentrer, etc. Je comprends pas du tout cette mentalité, mais c'est pas le premier combattant à en parler. Et moi, c'est toujours un truc qui me fait halluciner. Toujours sur cette même carte, en flyweight, on va retrouver Manel Capé face à Silva. Capé est très heureux de ce combat, les deux se connaissent bien et se respectent. Capé, c'est un adepte du trash talk, hein. Là, on n'a pas du tout eu le droit à ça. Peut-être un changement de mentalité, je ne sais pas. Il est aussi très satisfait parce que d'après lui, Silva va venir pour combattre et il adore ça. Il reproche à Mokaev dans leur dernier combat d'avoir fui pendant les 15 minutes et puis surtout de lui avoir attrapé le short à un moment où il était d'après lui tout proche de le soumettre. Donc il est pas insatisfait que Mokaev se soit fait remercier par l'UFC et d'après lui, l'arbitre devrait l'être aussi parce que ce moment lui a volé le combat. Encore une fois, c'était un combat qui était loin d'être divertissant ce soir-là, surtout que les deux avaient beaucoup parlé, il y avait eu une bagarre dans la Fight Week, hein, la semaine du combat, les deux s'étaient battus, tout ça pour délivrer une performance très moyenne. Je pense que c'est un combat qu'il a envie d'oublier, et c'est vrai que combattre Silva, si vraiment Silva amène le feu dans l'octogone, ça peut être un bon moyen de tourner la page. Il pense d'ailleurs, hein, que ce combat a tout le potentiel pour être un Fight of the Night, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et en cas de victoire, il aimerait demander à affronter le champion Pantoja. Faut savoir que d'après les journalistes et le monde du MMA, c'est Brandon Royval qui serait tout en haut pour affronter Pantoja, en tout cas c'est ce qu'on pense. D'après lui, dans leur dernier combat, Pantoja a prouvé qu'il était largement supérieur à Royval, ce qui lui laisserait sa chance à lui. Du coup, peut-être que l'UFC ne va pas vouloir refaire ce combat, peut-être que les fans ne veulent pas revoir ça. Faut savoir que Capé a déjà affronté Pantoja, c'était son premier combat à l'UFC, il s'était incliné, mais d'après lui, il avait livré une bien meilleure copie et le combat avait été beaucoup plus serré que le combat entre Pantoja et Royval. C'est donc son argument principal pour avoir sa chance au titre.
Et puis puisque je vous parlais de Mokaev, hein, il devait combattre là le 13 décembre, donc ce week-end, demain même, au Brave CF 91. Malheureusement, son adversaire Lutando Biko a des problèmes de santé et ne pourra pas combattre. Donc il a besoin d'un adversaire, c'est tombé avant-hier, je crois, la news. Donc ça va être compliqué pour Mokaev. Espérons pour lui que le Brave lui trouve quelqu'un. Là, j'enregistre, on est en fin de matinée. Pour l'instant, pas de son, pas d'image. Il semblerait que le combat soit annulé. Des nouvelles d'un feuilleton qu'on suit depuis des années maintenant, Michael Chandler contre Conor McGregor. Bon voilà, Chandler a tweeté, a fait un tweet à Conor en disant: «Oui, tu te rappelles le teuf, on devait s'affronter et cetera, tu pas voulu». Conor lui dit: «C'est bon, détends-toi, tu es le suivant, on se retrouve au top». Donc est-ce que ce combat finalement aura lieu? Personnellement, je sais que c'est une série qui commence à user pas mal de personnes. Bon, quand il y a des rebondissements, je vous en fais part, mais j'attends pas grand-chose de ça. Caio Borraio qui serait prêt à affronter Khamzat Chimaev. Faut savoir que les deux sont assez amis, ils se sont entraînés ensemble. Borraio avait déjà dit qu'il n'aurait pas de problème à l'affronter si c'était pour la ceinture. Maintenant, on sait que Strickland va affronter DDP. Khamzat va sûrement devoir recombattre, du coup, Borraio aussi. C'est vrai que là, on arrive à un moment où si les deux ne s'affrontent pas, je sais pas trop ce qui va se passer. Si Nassourdine affronte Adesanya, eh ben, il reste un peu ces deux-là au sommet, sauf si l'UFC donne un petit coup de pouce à Hernandez, qui peut-être pourrait aller chercher soit Borraio, soit Khamzat. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir un peu de trash talk entre les deux si ça se fait? Parce que Chimaev pourrait mal prendre le fait que Borraio veuille l'affronter alors que les deux sont amis. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, si on prend le côté sportif seulement, ça donnerait, je pense, un super combat. On a un combattant qui prend sa retraite, Jake Shore, 17-3 en carrière. Je crois qu'à l'UFC, il est à 6-3. Il a décidé de se retirer. Son père est coach, l'a annoncé. Maintenant, les deux vont coacher ensemble dans la même salle. Jake Shore, je me souviens, quand il est arrivé à l'UFC, on avait un petit espoir pour lui, surtout qu'il était invaincu. Il devait être à 11-0, quelque chose comme ça. Bon, finalement, ça a été un peu compliqué, hein. Il a déçu les gens qui en attendaient beaucoup de lui. Il se retire. Moi, je trouve qu'il a raison de prendre sa retraite s'il sent qu'il a plus ça en lui. S'il pense qu'il peut plus aller jusqu'à la ceinture alors que c'était son objectif, il va rester dans le monde des arts martiaux mixtes en devenant coach, et je pense que pour les gars de sa salle, c'est une très bonne chose. Davison Figueiredo qui aurait déclaré qu'il était prêt à redescendre en flyweight, son ancienne catégorie de laquelle il était champion, pour affronter Pantoja. Il pense être la meilleure option, en plus il est disponible dès maintenant. Il n'a loupé le poids qu'une seule fois en carrière, donc il serait prêt à redescendre et à faire le poids. Lui, c'était un très gros flyweight, hein, on s'en souvient. Maintenant, est-ce que l'UFC va autoriser ça? Je ne sais pas. Davison Figueiredo, il reste sur une défaite face à Petroyan il y a quelques semaines, dans la catégorie supérieure. Moi, je ne suis pas convaincu. Depuis quelques jours et que Topuria a annoncé sa volonté de monter chez les poids légers, ça spécule beaucoup, hein. Qui est-ce qu'il pourra affronter si c'est pas Islam Makhachev? Lui a parlé d'Oliveira. Un internaute a proposé qu'il affronte Dustin Poirier. Dustin Poirier a retweeté, donc tout le monde s'est enflammé. Est-ce qu'on aurait un Poirier contre Topuria? Je sais pas vraiment. Dans sa quête de ceinture, à Topuria affronter Dustin Poirier. Comme ça, je serais tenté de dire que ça fait pas beaucoup de sens. Maintenant, Poirier, c'est quand même le dernier à avoir défié Makhachev, le dernier à avoir eu sa chance à la ceinture, donc pourquoi pas? Ça ferait en tout cas un beau combat de boxe, hein, entre les deux, franchement, ça serait très beau. J'ai du mal à y croire. Est-ce que Poirier voudra affronter ce gars-là pour son dernier combat? Je ne sais pas non plus. Après, ça reste un champion, donc pourquoi pas? Et puis, Ilia Topuria, justement, Diego Lopez s'est exprimé à son sujet. Lui, il aimerait le voir faire encore 3 combats avant de monter, à savoir Evloev, lui, forcément, Diego Lopez, et Alexander Volkanovski. Moi, vous le savez, j'ai envie de voir Topuria régner sur sa catégorie. Maintenant, il aurait aussi déclaré, Topuria, qu'il lui restait que 3 ans à combattre, qu'il voulait se retirer juste après ses 30 ans, donc il a 27 ans, si je dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est assez actif. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'il va faire encore 3 combats en poids plume? Ça, par contre, j'y crois pas. Peut-être encore un ou deux, mais je pense que en plus, s'il les remporte, l'UFC va être enclin à le laisser monter et challenger pour une deuxième ceinture. Un peu d'annonce de combat, je vous en avais parlé comme d'une rumeur, Canonnier contre Grégory Rodriguez. Apparemment, ça va se faire, donc en poids moyen, et ce sera un main event à l'UFC 102 le 15 février. On a aussi Amanda Lemos contre Yasmine Lucindo à l'UFC 313 le 8 mars. Menifield va affronter notre Français Oumar Sy, et ça, il y a un de vous qui me l'avait dit en commentaire hier. Là, j'ai vu la news ce matin. Ça va avoir lieu le 22 mars à l'UFC Londres, donc c'est pas loin de chez nous. Tant mieux, on pourra voir ça. Et puis, un ajout de dernière minute au KSW le 20 décembre. Le Français Alex Looré va affronter Chepagnac, vous m'excuserez pour la prononciation. Lui, il est classé 4, mais le combat va avoir lieu en catchweight à 79 kilos.
Donc une bien belle opportunité pour lui de briller devant son public. Je sais pas si on pourra se retrouver demain, donc je vais vous afficher les cotes à l'écran pour l'événement de ce week-end et je vais vous dire rapidement ce que je pense de ces combats. Donc vous le voyez, un Tokos contre Sterling, une cote à 5,50. Personnellement, je la tenterai pas, mais j'ai pas assez d'informations sur ces combattants pour me prononcer. Au moins, vous voyez la cote. Adrian Yanis contre Daniel Marcos. Est-ce que ça va être le retour du grand Yanis ou est-ce qu'il est cramé? À 2,65, pourquoi pas, ça se tente. Après, Marcos en face, c'est du très solide. Vitor Petrino contre Dustin Jacoby. Là, j'irai à fond avec Petrino. Je pense que c'est son moment. Je le vois s'imposer dans ce combat. Manel Capé contre Bruno Silva. 1,24 pour Capé. Je pense aussi que Capé va le faire, personnellement. Cub Swanson contre Billy Quarantillo. Là, attention, là, j'aurais dire, il y a, vous savez ce que j'appelle la malédiction du vétéran. On l'enterre et finalement, il revient. Maintenant, Quarantillo, ça reste un vétéran lui aussi. Cub Swanson a quand même plus de temps dans l'octogone, hein, forcément. 2,25 Cub Swanson, je pense personnellement que ça peut se tenter. S'il y a une cote à jouer, c'est peut-être celle-là, mais on va voir que le main event, Colby Covington 3,05 contre Joachim Buckley 1,34. Franchement, j'ai du mal à voir Covington perdre. J'avoue qu'il était pas bon contre Leon Edwards. J'ai envie de croire encore en Colby Covington. Donc je dirais que dans le co-main event, je vais peut-être l'assurer en allant avec Billy Quarantillo. Et puis dans le main event, j'irai avec Colby Covington. Je pense que Covington, s'il est au top, ça va être très dur pour Buckley. Même si Buckley peut être imprévisible, hein, Covington peut tenter un takedown et se faire contrer. C'est fortement possible avec un genou, un coup de pied retourné ou je ne sais quoi. Mais voilà, vous avez vu les cotes, vous savez à peu près ce que j'en pense. Je ne saurais que trop vous conseiller, si vous voulez plonger un peu plus en détail, d'aller voir la chaîne de notre ami UFC Analyse et Pronostic. Lui, il a fait une vidéo, je crois, de 40 minutes sur cet événement, donc n'hésitez pas à y aller. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Lassane Walid qui me dit Moïcano contre Dariush, pour moi c'est un fight qui en temps normal se serait passé debout. Deux excellents grappleurs qui s'annulent, mais je pense que Dariush va plus chercher le sol, étant donné qu'il est sur 2 KO consécutifs quand même. C'est une grosse possibilité. Maintenant, Moïcano au sol, je trouve que c'est très solide. Moi, je pense que c'est le moment de Moïcano. Je pense que ça y est, Dariush, malheureusement pour lui, c'est fini. Je peux me tromper, mais son menton n'est très certainement plus qu'il était. Et tu me dis au passage, Kron Gracie a été testé positif, donc je suis à peu près sûr qu'on ne le verra plus. J'ai vu passer ça, mais je crois que c'est une blague, parce que j'ai vu en gros qu'il avait été testé positif pour être un trou du cul. C'est ce que j'ai vu. La blague m'avait fait rigoler. C'est un internaute qui a posté ça. Donc est-ce qu'il y a une vraie info comme quoi il a été testé positif? Ça, j'ai pas réussi à trouver. En tout cas, pas pour l'instant. Ça va peut-être tomber dans la journée. Mais moi, j'ai vu passer la blague. J'avoue que ça m'a fait sourire. Ensuite, on a Shirai qui me dit franchement, je vois bien Colby neutraliser Buckley. Son style est vraiment taillé pour ce genre de combat. Grosse lutte, fight IQ au top et l'expérience qui va avec. Même si on disait ça pour Thompson aussi. Oui, c'est vrai, après Thompson, ça restait un striker. Tu savais qu'au sol, ça allait être très compliqué. Et puis bon, Thompson est quand même sur le déclin. Bon, Colby Covington l'est peut-être aussi, hein, j'ai un gros doute. Mais c'est vrai que sur le papier, il a plus d'armes à faire valoir que Thompson. Buckley de son côté a ce côté spectaculaire, mais on l'a vu se jeter dans des bagarres et faire des erreurs qui pourraient lui coûter cher si Colby en profite. Alors après, c'est vrai, Colby, c'est pas un gros frappeur, je le vois pas contrer Buckley sur un coup. Maintenant, ça reste des athlètes de haut niveau, t'en prends une au menton, tout est possible. Par contre, c'est vrai, Buckley qui fait un peu une singerie, coup de pied sauté, retourné, je ne sais quoi. Covington qui le colle au sol et Buckley qui arrive pas à se relever. Ça, c'est fort possible. Cela dit, j'adore son style avec ses bras de 3 mètres, c'est toujours fun à voir, mais pour moi, Colby gagne à la décision, avec en bonus le retour du trash talk en mode bad guy. Bon, après, ça peut juste servir à se faire démonter par Carlos Prates ou Gary derrière. Bah, c'est sûr que s'il passe Buckley, je pense qu'il aura encore un combat avant d'avoir sa chance. Et là, c'est du solide qui arrive, hein, ne serait-ce que Yann Gary, déjà, ce serait un combat très très dur. Ensuite, je vais y aller avec, M. Jason qui me dit que d'après toi, l'ère a changé depuis McGregor. Parce que voilà, tu me parlais de Topuria, que ça serait vraiment impressionnant que Topuria monte en poids léger, chercher une autre ceinture. Et en fait, d'après toi, maintenant, si tu veux être une légende, il faut vraiment être double champ. Et honnêtement, à part Movzar, il n'y a plus personne qui est intéressant pour lui en 66 kilos. Ça me hype perso plus qu'il monte. Il a déjà battu et bien battu les 2 meilleurs des 10 dernières années de la catégorie. Sans parler de José Aldo, bien sûr, donc tu fais allusion à Max Holloway et Volkanovski. Je le vois bien passer une bonne partie du top 15 chez les 70. Après, le top 5, je demande à voir, et c'est ça qui est hypant. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de combats intéressants, même si moi, j'aimerais le voir rester en plume. Je dois avouer que s'il monte en léger, il y a vraiment des super combats à faire, et beaucoup de combats qui m'intriguent. Ensuite, on a Sling Lol qui me dit Tsaroukian avait déjà bien accroché Makachev au tout début de sa carrière. Il a bien progressé depuis, il frappe fort, il est explosif et sa lutte est équivalente.
On a vu que contre Volka, lors du premier combat, Kislam avait eu du mal à faire face à son centre de gravité très bas. On a vu que contre Poirier, il n'avait pas du tout l'habitude qu'on lui avance dessus. Ça tombe bien, Tsarukyan risque de mixer les deux profils. Il avait sorti son head kick pour contrer Volka lors de la revanche. Je suis pas sûr que contre un lutteur de la qualité de Tsarukyan, ça puisse passer aussi facilement. Si Tsarukyan ne gagne pas, honnêtement, je ne vois pas qui pourrait le faire en 70. Sur ce dernier point, je suis d'accord. C'est vrai qu'Oliveira aurait les armes pour battre Makhachev, mais j'y crois pas. Si Makhachev bat Tsarukyan, il va vraiment va falloir chercher quelqu'un pour venir le chercher. Ça va pas être facile. Maintenant, c'est vrai qu'il a montré des signes de faiblesse, Makhachev, dans le premier combat contre Volkanovski. C'était très serré. Contre Poirier, je m'attendais pas à ça, hein, je vous l'ai déjà dit. Qu'il se prenne autant de coups par Poirier, ça m'avait surpris. Maintenant, il a montré qu'il pouvait revenir de ça, qu'il pouvait revenir de loin, entre guillemets. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Aferp qui me dit Jack Della Maddalena, c'est vraiment un combattant exemplaire pour les jeunes et même pour les fans de sport de combat. C'est pas celui qui fait le plus parler de lui, zéro trash talk, il joue pas un personnage, mais le simple fait de tout prouver dans la cage, ça lui rend très intéressant à suivre et je trouve ça fou que pratiquement tous les welters veulent l'affronter. Comme si c'était lui le champion, ça prouve que l'Australien est respecté dans sa catégorie. Je suis d'accord, quand les fans veulent te voir combattre alors que tu ne fais aucun trash talk, c'est toujours très bon signe. Maintenant, j'ai un petit doute que tous les gars qui veulent l'affronter, c'est surtout parce qu'il pense que sa lutte n'est pas bonne, que son sol n'est pas bon. Gilbert Burns l'a amené au sol assez facilement, pour citer Yann Gary, hein, c'est pas moi qui le dis. Dans son combat d'avant, ça avait été pareil, il avait été amené au sol. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent l'affronter en se disant je vais prendre sa hype et en plus je vais le dominer assez facilement au sol. Je ne pense pas par contre que c'était le cas de Prates. Je pense que Prates veut vraiment un combat spectaculaire dans la cage. Mais en tout cas, Jack Della Maddalena, moi j'aime beaucoup. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera demain. C'est le dernier UFC de l'année. Ensuite, il va forcément y avoir un peu moins d'émissions parce qu'il y aura un peu moins de nouvelles hein, pendant 3 semaines. Va peut-être pas y avoir grand-chose à dire. Je serai quand même présent pour vous faire des petits points sur l'actualité. Merci d'avoir suivi. Passez une bonne soirée. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission. Salut!